Bonjour à tous, ici Fabrice Pittet. Je vais profiter des prochaines minutes pour répondre aux questions qui m'ont été posées via ma page Facebook. Donc d'ores et déjà, merci à tous ceux qui ont joué le jeu, c'est très sympa à vous. Je vais procéder de la façon suivante, je vais lire la question, je vais aussi donner le nom de la personne qui a posé cette question et je tâcherai ensuite d'y répondre le plus précisément possible. On commence tout de suite avec une question d'Armel qui me demande la chose suivante. Comment travailles-tu? Tu as l'idée d'une histoire et les personnages viennent ensuite ou c'est l'inverse? Vaste question. Ça peut être les deux en fait. Des fois j'ai un personnage qui apparaît comme ça. Des fois c'est juste une petite touche de couleur. De temps en temps c'est je sais pas, ça pourrait être une tare chez un personnage. Ça pourrait être tout simplement un caractère ou un problème psychologique, j'en sais rien, ou genre une cicatrice ou quelque chose, un élément extrêmement précis physique. Et après je développe le personnage et après je peux développer une intrigue autour de ce personnage. Ou alors c'est des fois l'inverse, une situation, une histoire qui me trotte dans la tête et après il faut que je raconte cette histoire avec les personnages, je dirais, les plus adéquats. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question de façon précise parce que ça se passe pas toujours de la même façon. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. En général, j'ai un élément qui me vient à l'esprit, une petite chose très précise, et ensuite je vais broder là autour et petit à petit, là, je dirais que l'histoire se met en place. Je fonctionne de façon un peu en spirale comme ça, hein, avec toujours un élément central. Euh, voilà, s'il n'y a pas j'ai pas de méthodologie à proprement parler pour construire mes histoires. Donc c'est soit l'histoire qui implique des personnages, soit les personnages qui impliquent des histoires. Vraiment, ça dépend. Elodie qui me pose la question suivante. Quelle est ta routine? Travailles-tu plutôt régulièrement à des horaires fixes ou bien de façon plus libre lorsque tu le veux ou le peux? Alors, vaste question encore une fois, mais par contre, effectivement, j'ai été obligé au fil des années à instaurer une certaine routine dans ma manière de fonctionner, dans mon travail, tout simplement parce que l'écriture, c'est une passion, c'est un hobby qui me permet d'assouvir vraiment une soif, ouais, un besoin plutôt de raconter des histoires, mais ça prend énormément de temps, c'est extrêmement chronophage. Donc du coup, on est obligé de s'instaurer une routine, comme tu le dis, pour pouvoir simplement écrire tous les jours. C'est hyper important, à mon avis. La plupart des auteurs, si on demande les conseils, en général, c'est dans les 3 premiers conseils qui ressortent, c'est d'écrire tous les jours. Je pense intimement que c'est quelque chose de très 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 important. Et effectivement, avec les vies de fou qu'on a, avec les impératifs familiaux, les impératifs liés au boulot, parce que évidemment, j'ai un travail à côté, hein, on peut pas écrire quand on veut. Donc on est obligé de s'instaurer des fenêtres comme ça durant lesquelles on va pouvoir travailler. Et voilà, donc moi je travaille plutôt le matin, donc le week-end. Je travaille le matin, donc le samedi, le dimanche, je me lève assez tôt. Je m'octroie très peu de grasses matinées dans l'année. Ça arrive très rarement. J'essaie de me lever relativement tôt pour pouvoir ensuite aller écrire et pour ensuite consacrer le reste de ma journée à ma famille à partir de midi, quelque chose comme ça. Donc le week-end, c'est vraiment la matinée qui est consacrée à l'écriture. Je me rends dans des bars, dans des bistrots, dans des cafés. J'aime beaucoup le bruit, il me faut de la vie autour de moi pour que je puisse créer, ça c'est étrange. Je me greffe encore mes oreillettes pour écouter du heavy metal pour pouvoir produire mes textes. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de cette espèce de bulle dans un lieu public la plupart du temps. Ça c'est pour le week-end. Après la semaine, je suis aussi obligé d'instaurer une routine et pour ça en fait je fonctionne grâce à mes horaires qui sont assez standards, mais j'ai énormément de transport public par jour. Pour aller travailler, je mets plus d'1 heure et demie en transport public et plus d'1 heure et demie aussi au retour. Donc ça me laisse quand même pas mal de temps pour rédiger mes textes. Surtout, je le fais plutôt c'est marrant, je sais pas pourquoi, mais plutôt le soir, après la journée de travail, quand je suis bien naze et bien épuisé, c'est bizarre, mais c'est à ce moment-là que j'écris le plus. Et à l'aller, je fais plutôt de la lecture et regarder des films ou des séries. Ou des fois juste travailler pour avancer dans mon boulot, tout simplement. Hein. Voilà. Question d'Elodie toujours, est-ce que tes élèves savent que tu écris? Alors effectivement je suis enseignant donc forcément des fois les élèves sont un peu curieux et ils vont fouiller un peu sur Google et là se retrouvent confrontés à une page qui annonce que leur prof de biologie ou de mathématiques écrit des bouquins de fantaisie avec des barbares de 3,50 m et puis des monstres et des dragons. Donc forcément ça attise la curiosité, je vous le cache pas. Je le dis rarement en classe, hein. J'en parle très très peu finalement de cette passion pour l'écriture en classe, mais je réponds
réponds forcément à toutes les questions qui me sont posées. Tout simplement parce que des enfants de leur âge, des adolescents qui seraient intéressés par la lecture ou l'écriture en général, je me dois d'y répondre, tout simplement parce qu'à l'époque dans laquelle on vit, on a envie de cultiver ça, parce que on a l'impression en tout cas que ça devient de plus en plus rare, que les élèves lisent de moins en moins. C'est peut-être une réalité, malheureusement. Je dis bien peut-être, hein, parce que j'ai pas la preuve absolue que ça l'est. Mais effectivement, en tout cas, j'essaye de promouvoir la lecture ou l'écriture, pas de mon travail, mais voilà, de livres en général. Et c'est la raison pour laquelle, quand les élèves abordent le sujet, j'en parle ouvertement avec eux, parce que, à mon avis, en tant qu'enseignant, je me dois de le faire. Voilà. Thomas qui me pose la question suivante. Quel auteur t'a donné l'envie d'écrire? Vaste question. Si je remonte aux origines, je crois que le premier qui m'a vraiment donné l'envie déjà de lire, hein, au-delà des auteurs, je dirais, classiques qui m'ont été imposés par mon cursus scolaire, je crois que la première grande rencontre, c'était avec Lovecraft. Je devais avoir 11 ans, 11 ans, 12 ans. À 12 ans. À ce moment-là, ça a été vraiment le choc où je me suis dit, tiens, on peut lire des trucs pour le plaisir, pour assurer vraiment un plaisir d'une histoire, et c'est pas seulement quelque chose qui est imposé par le cadre scolaire. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir écrire peut-être, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à lire, ça c'est sûr et certain. Après, forcément, il y a d'autres auteurs, hein, on est d'accord, c'est vraiment, Lovecraft, c'était le début, mais après, il y a eu Moorcock que j'aime beaucoup, avec sa façon très pulp de développer des histoires et des personnages. Je trouvais ça très fun, très marrant. J'ai bouffé tous les Elric, les Elric, Hawkmoon et consorts, et Récossais aussi. J'ai adoré vraiment Hawkmoon, c'était vraiment fabuleux. Et le héros éternel, quoi, tout simplement, hein, de Moorcock. Et ça m'a énormément donné l'envie de lire tout ce qu'il avait fait, hein, tout simplement. Après, il y a eu Tolkien aussi, forcément, en parallèle avec les films début des années 2000 qui ont été une monumentale baffe cinématographique, pardon. Donc c'est vrai que Tolkien a toujours accompagné aussi ma passion de l'écriture et de la lecture. Et puis, il y a aussi le grand David Gemmell, forcément, qui est mon auteur préféré, tout simplement parce qu'il fait exactement ce que j'estime être la perfection en matière de narration. Après, on sera d'accord ou non avec moi, mais je sais pas si on peut parler de perfection, mais en tout cas quelque chose qui se rapprocherait d'une perfection narrative. Et de développement des personnages et de caractérisation des personnages, et voilà. Et pour moi, c'est vraiment un cas d'école en matière d'efficacité. Et il m'a énormément apporté. Il continue à énormément m'apporter, puisque je lis très fréquemment ses bouquins pour la deuxième, troisième, même des fois quatrième fois. Donc voilà. Steph Wolfangel qui me pose la question suivante. Comment naissent tes idées? Alors on rejoint un petit peu la première question qui m'avait été posée par Armel. Comment naissent les idées? Tiens, ça c'est marrant. C'est assez étrange. De temps en temps, c'est en se baladant dans la forêt que tout à coup une idée vient. On sait des fois pas pourquoi, on sait pas comment elle surgit comme ça dans l'esprit. Ça peut être en visitant un musée, ça peut être en regardant un film, où tout à coup il y a un élément qui me parle, hein, comme une espèce de petite porte ouverte. Puis après je me dis ouais, mais en fait avec ce petit élément-là, on pourrait développer tout un tas d'autres choses. Donc ça peut être aussi simplement avec ma famille, hein, en regardant mon petit bout de chou, en regardant ma femme, en vivant des choses au quotidien. On doit parler, à mon avis, en tant qu'auteur, on doit s'adresser à un lecteur. On s'adresse à des êtres humains, forcément. Donc, on est obligé de développer quelque chose d'humain là derrière. On est obligé de donner de l'humanité à nos personnages, à nos histoires aussi, et donner de l'émotion, en tout cas tenter d'en donner. Et je pense qu'on ne peut pas décrire une émotion sans l'avoir vécue. Donc, c'est vrai que quand on parle d'amour, quand on parle je sais pas, de quelque chose qui passerait par le regard, forcément, j'essaie de puiser dans mon expérience personnelle. Et forcément, il y a sans doute un peu de ma femme dans les histoires que je raconte, en tout cas dans les femmes qui sont amoureuses, et aussi tout simplement quand je décris un petit enfant, forcément aussi j'ai mon petit bonhomme qui me revient dans l'esprit. Donc c'est toutes ces idées là, on les chope au quotidien finalement, c'est des fois très terre à terre, et après pour l'intégrer dans un monde de fantaisie, il suffit que d'imaginer le reste. Mais je peux vraiment choper des histoires vraiment mais n'importe où.
autre chose assez étonnante, c'est que des fois les histoires se tissent dans des lieux qui sont des fois complètement bizarres. Ça peut être dans un train surbondé, surchargé, où tu commences à transpirer et crever de chaud. Ça peut être, bah tiens, voilà une des premières histoires que j'ai écrites. L'idée m'est venue en fait lorsque je faisais de la garde à l'armée. Donc en plein milieu de la nuit, on devait se lever pour nos tours de garde, donc on avait le fusil chargé et armé avec des balles réelles, donc on avait déjà la tension d'avoir une arme chargée dans les mains, et on devait faire des tournus comme ça pour protéger simplement une place d'armes où on pouvait faire du vol, donc il fallait éviter ça. Et c'est vrai que les nuits des fois sont longues, hein, surtout quand c'est au plein milieu du mois de décembre. Non seulement elles sont longues, mais en plus elles sont froides. Alors il faut bouger, il faut s'occuper l'esprit, hein, parce que sinon on se concentre sur le froid et du coup on pète les plombs et on pète de froid. Et moi très vite, je m'imaginais des histoires et mon esprit, je dirais pas qu'il quittait le corps parce que ça serait un peu prétentieux de penser comme ça. Je suis pas encore à procéder de cette façon, mais en tout cas, penser à quelque chose, ça m'évitait d'avoir froid et ça faisait passer le temps. Et mes premières histoires sont nées comme ça. La première histoire que j'ai écrite, vraiment, elle est née à l'armée, durant mes tours de garde. C'est une histoire qui est restée dans les cartons, dans les tréfonds de mon PC, de mon Macintosh. À mon avis, ça ne va jamais sortir de là. Je l'ai fait lire à 2-3 personnes, mais ça n'ira jamais plus loin, en tout cas. Donc voilà, les idées, elles peuvent naître vraiment n'importe où, dans n'importe quelle situation. Il y a aussi, ah oui, tiens, il y a un lieu aussi dans lequel les idées fusent, étonnamment, et ça en ayant discuté avec d'autres collègues auteurs, c'est aussi le cas chez eux, c'est sous la douche. Alors, parler un peu de ma vie privée, hein, mais c'est vrai que quand on est sous la douche, je sais pas pourquoi, une espèce d'alchimie je sais pas, quelque chose qui se passe, c'est très difficile d'expliquer quoi. Le fait que l'eau coule sur la peau, j'en sais rien. Il y a comme un flux, comme ça, un flux d'idées presque intarissable, et j'ai eu plein de choses qui sont ressorties dans les chroniques écarlates, dans Massango, dans 202 froid aussi, qui ont été pêchées comme ça sous la douche. Tiens, c'est marrant, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, Pourquoi est-ce que ça sert vraiment à répondre? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de répondre à cette question? À la limite, on s'en fiche, hein, ce qui compte, c'est que ça marche, tout simplement. Il y a Nicolas qui me pose une question. À quand la rédaction d'un scénario pour un jeu de rôle? Et si besoin, est-ce que tu connais des motivés? Enfin, lui connaît en tout cas des motivés. Alors, Nicolas, écoute, pour tout te dire, c'est une question qui a déjà été abordée avec d'autres personnes qui m'en ont aussi parlé. C'est vrai que je suis touché en apprenant que mes histoires peuvent susciter un intérêt pour le jeu de rôle. Les gens ont l'impression que mon monde est vaste, donc c'est vraiment génial. Et ça l'est, hein, il l'est, ce monde est relativement vaste. J'ai écrit plusieurs choses pour composer le monde de fantasy dans lequel mes personnages évoluent. Et c'est vrai que j'ai été approché 2-3 fois par des gens qui voudraient développer du jeu de rôle. J'ai encore pas dit oui, j'ai encore absolument pas fonctionné dans une optique créative en ce qui concerne le jeu de rôle. J'ai fait du jeu de rôle, donc j'aime beaucoup ça. J'ai arrêté un petit peu d'en faire parce que j'ai plus tellement le temps de m'y mettre. Mais pourquoi pas une fois, hein, de m'y remettre au jeu de rôle. Et pour l'instant, c'est en stand-by, mais l'avenir nous le dira. C'est quelque chose d'assez charmant, hein, de penser que le monde qu'on a imaginé suscite une envie de vivre d'autres histoires dans ce monde-là. Donc c'est franchement sympa. En tout cas, c'est une idée qui me charme, qui m'enchante, mais pour laquelle j'ai pas encore d'objectif bien précis. Voilà. Il y a mon pote Alex qui me pose une question. Je suis sûr d'ailleurs qu'il pensait au fond de lui que j'allais jamais oser la poster en live. Et pourtant si, hein. Alex me demande, fais-tu toujours des fautes d'orthographe dans les dédicaces? La réponse est très claire, oui cher ami, mais seulement dans les tiennes. Mais malheureusement, c'est qu'il n'y a pas que dans les siennes où je fais des fautes d'orthographe. Donc ça m'arrive, c'est faux de penser qu'un auteur est un pro en orthographe. Alors forcément, on a quand même des prédispositions pour être, je dirais pas des champions, mais forcément, on est obligé de savoir un tantinet écrire par la force des choses, puisqu'on s'entraîne tous les jours. Euh, il y a des choses qu'on connaît forcément, mais n'empêche que on n'est pas non plus des Bernard Pivot. C'est faux de penser que tous les auteurs sont extrêmement bons en orthographe. C'est aberrant. C'est pas le cas du tout. Et moi, en plus, je suis pas une grosse brute en orthographe, même si je pense me défendre un tout petit peu. Je suis pas une grosse brute. Ça m'arrive de faire des erreurs. Et en plus de ça, j'ai une légère tendance à être un peu hyperactif dans certaines situations. Et ceux qui me connaissent pendant les séances de dédicace, j'arrête pas de parler, j'arrête pas de gesticuler, de raconter des blagues à tout va. En plus, de temps en temps, on boit un petit verre
guerre avec la communauté, donc ça s'arrange pas. Et c'est vrai que bon, voilà, dans la frénésie, etc., ça m'arrive de faire des fautes d'orthographe. Mais c'est un peu une marque de fabrique et je m'en rends compte, donc du coup, je trouve toujours une petite parade. Ça m'arrive de faire des fois un dessin sur la dédicace pour cacher la faute d'orthographe. D'ailleurs, ça m'est arrivé dans ma première dédicace, vraiment la première, hein, mais une faute d'orthographe bête, hein, toute bête, et avait évidemment écrit avec un stylo à billes que je pouvais pas effacer. J'ai dit à la personne si je pouvais faire un dragon devant, elle m'a dit ouais, pas de souci, j'ai fait un dragon, et du coup, ni vu ni connu, la personne n'a rien vu, peut-être qu'elle me lit, elle m'écoute en ce moment, mais j'ai fait un dessin, hop, qui va sur la dédicace pour planquer la faute d'orthographe, voilà. Si jamais des auteurs veulent pécho l'idée, c'est fort possible que ça puisse leur servir un jour, j'en sais rien. Grido Rebels qui me pose plein de questions. Depuis quand tu écris? J'ai écrit avec assiduité depuis, je dirais, 15 ans. Après, les premières histoires, je les ai écrites il y a environ 20 ans, mais vraiment avec assiduité, c'est il y a 15 ans. J'ai écrit en 2004. Suite à un problème que j'ai vécu, une passade, on dira peut-être pas très très sympa dans ma vie, et c'est vrai que ça a été un petit peu cette ambiance pas très positive. C'était un terreau fertile à la création, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire de plus en plus tous les jours. Voilà, je pense que ça fait 15 ans que j'écris avec assiduité, quasiment tous les jours. Je pense qu'il y a sur 365 jours, il doit y avoir 350 jours dans lesquels j'écris. Des fois, c'est un paragraphe, des fois, c'est 3 pages, je sais rien. Mais c'est très rare qu'une journée se passe sans que j'écrive, depuis une quinzaine d'années. Voilà. Elle pose aussi une autre question, Gridou. Qu'est-ce qui t'a poussé, motivé à écrire? Alors, plein de choses, mais il y a une chose peut-être qui me paraît évidente, c'est que j'ai lu énormément, j'ai regardé énormément de films durant ma jeunesse. Je suis un gros fan de cinéma. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, est-ce que je passerais de l'autre côté, à la place d'être consommateur d'histoire, pourquoi pas est-ce que j'en serais l'artisan? Et c'est cette envie peut-être tout à coup de raconter mes propres histoires qui m'a charmé, et je me suis mis à l'écriture. J'ai passé par la BD aussi, mais on est tout de suite confronté à un problème quand on fait du dessin, c'est le cadre du dessin, et il suffit de pas être suffisamment doué en dessin et on est frustré parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut, alors qu'avec l'écriture, si on veut s'inventer une armée de 10 000 personnages, c'est tout à fait possible. Il suffit de trouver les mots, il suffit d'agencer les mots correctement, et l'armée de 10 000 bonhommes, elle est sous la page. Donc c'est peut-être cette volonté de raconter des histoires sans avoir de limites qui m'a charmé, et on a la chance avec l'écriture de pouvoir le faire. Comment tu parviens à écrire en plus de ta vie de famille et de ton taf? Alors on en parlait avant, c'est vrai que malheureusement on est obligé de trouver des petites fenêtres temporelles durant lesquelles on produit. J'en ai parlé avant, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'il faut vraiment se trouver, s'aménager du temps chaque jour. C'est pas simple parce qu'il faut vraiment un peu jouer des coudes, hein, mais c'est le seul moyen. Sinon on se laisse aller, et voilà, il peut se passer 1 mois, 2 mois durant lesquels on ne va pas écrire, et on progresse pas comme ça, et surtout on n'avance pas dans son projet, parce que le plus difficile, c'est pas de commencer un projet, c'est vraiment de le terminer. Et j'ai aussi la chance d'avoir une femme et un fils, hein, ils sont les deux extrêmement compréhensifs. Ils savent que j'ai besoin de mon temps de création, en tout cas durant le week-end. Donc ils savent que le matin, en général le week-end, je suis pas là. Et voilà. Dans quelles conditions tu écris? Toujours dans le bistrot, dans un bistrot la plupart du temps, ou dans le train, mais toujours avec souvent des oreillettes dans les oreilles pour écouter du heavy metal. Comme je disais avant, j'ai besoin de bruit, j'ai besoin que ça bouge, hein. Je suis vraiment quelqu'un qui aime le mouvement, hein, et je dirais pas la fureur autour de moi, mais presque, hein. Et une routine d'écrivain, eh bien oui, j'en parlais avant. Nathalie qui me parle et qui me demande bonjour, combien de temps as-tu élaboré l'étoile et ses habitants, et d'où t'es venue l'inspiration? Alors Nathalie, en fait, je parlais de mon côté assidu d'auteur qui s'est développé depuis 2004. En fait, en 2004, j'ai commencé à écrire une saga de fantasy. Et je me suis dit, mon gars, si tu te lances là-dedans,
Tu ne vas pas y arriver en 30 pages, il va te falloir plus de temps que ça. Et ça m'a pris effectivement énormément de temps, ça m'a pris en fait 4 tomes et ça m'a pris 8 ans. Donc durant 8 ans, j'ai écrit 4 gros pavés sur lesquels je me suis cassé les dents, sur lesquels je me suis explosé les tibias, explosé les doigts, tout explosé, le cerveau en particulier. J'ai cramé le disque dur de mon esprit plusieurs fois, j'ai recommencé plusieurs fois, j'ai effacé, refait, réeffacé, refait encore jusqu'à ce que ça ait une gueule pas trop mauvaise. J'ai fait lire à plusieurs personnes. Je ne vous cache pas que j'ai eu énormément de plaisir à apprendre, qu'ils avaient adoré. Il y a 2-3 personnes vraiment qui ont vraiment, vraiment beaucoup aimé ce que j'ai fait et ça m'a donné l'envie de continuer. Alors pour l'instant, ces 4 tomes restent dans les cartons. J'ai développé une histoire de l'étoile, j'ai développé le monde de l'étoile durant ces 4 histoires. On suit un prince Bélénide, donc qui est mon peuple, hein. Amphibie, c'est un peu mes elfes à moi, hein, on dira ça comme ça, puisqu'il n'y a pas d'elfes dans ce que je fais. Mais bon, voilà, c'est des elfes de l'eau, on dira ça comme ça pour schématiser. Ils ont la capacité de respirer sous l'eau et sur la terre ferme. Et on suit les pérégrinations et les aventures d'un prince Bélénide et toute sa communauté d'amis. Et il se bat contre un mal bien précis. On apprend d'ailleurs durant ces 4 tomes ce qu'est l'étoile vraiment. Bref. C'est une histoire qui m'a pris 8 ans de ma vie, sur lesquels je me suis explosé, comme je disais. Je me suis vraiment formé là-dedans. Pour l'instant, c'est dans des cartons. C'est pas impossible qu'un jour, ces 4 histoires, c'est pas que c'est pas impossible, ces 4 histoires vont voir le jour et vont être proposées au lecteur. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas du tout défini quelle serait cette forme. Est-ce que ce sera avec de l'édition classique? Est-ce que ce sera de l'auto-édition? C'est fort possible que ça soit ça. Je sais que j'ai encore beaucoup de travail dessus parce qu'évidemment j'ai progressé, hein, et il y a plein de choses que je dois modifier, il y a plein de petites bêtises que je dois corriger. Mais n'empêche qu'il y a énormément de sincérité dans ces 4 tomes et je veux absolument que ce travail que j'ai fourni durant 8 ans sorte, quitte à ce que ce soit pas parfait. Quitte à ce qu'il y ait des erreurs de jeunesse dedans, ça sans doute il y en aura qui vont rester. Mais je veux proposer ça aux gens parce que je pense qu'il y a énormément de sincérité dans ces pages. Je n'irai pas plus que dans tout le reste que j'ai fait parce que je tâche de toujours être sincère. Mais en tout cas, il y a tout ce que j'avais dans les tripes au moment où je l'ai écrit. Et j'avais vraiment besoin de le faire depuis 2004 jusqu'en 2012. Hein. Ça m'a pris 8 ans. Donc je ne vous dis pas la galère. Mais voilà, donc depuis 2004, Nathalie, je développe l'étoile. C'est pour ça que peut-être on a cette impression que c'est très vaste ou plus vaste que ce que ça pourrait bien. C'est plus vaste que les 200-300 pages ou 400 pages du livre. Voilà. Franck qui me demande quel est le pire moment pour un auteur. Est-ce que c'est trouver un éditeur? Est-ce que c'est la page blanche ou l'attente de la publication? Eh ben moi, la page blanche, je ne connais pas. J'ai peut-être de la chance, mais j'ai jamais eu un problème d'inspiration. Ça m'est jamais arrivé. Alors je touche du bois, hein, mais ça m'est jamais arrivé. Trouver un éditeur, forcément, ça c'est la galère, hein, ça c'est sûr. Il y a énormément d'éditeurs, mais il y a énormément d'auteurs aussi. Donc forcément, il faut jouer des coudes. Faut pas jouer des coudes vis-à-vis des autres écrivains ou auteurs. Non, c'est pas ça du tout. Mais il faut se battre, il faut démarcher. Et c'est pas en restant assis sur son bureau, sur sa chaise du bureau, que les choses vont évoluer, vont changer. Il faut vraiment se déplacer physiquement, aller dans les salons, rencontrer les éditeurs, rencontrer d'autres auteurs, vraiment aller se montrer, tout simplement pour témoigner sa volonté de travailler sur un texte et aussi d'améliorer un texte. Et je pense que c'est très très important pour un auteur. Donc ça demande vraiment à l'auteur tout simplement de démarcher et d'être un humain. C'est quelque chose de très solitaire, le métier d'auteur. Hein. Vraiment, on est tout seul. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie énormément. Mais après, il y a tout le reste qui est vraiment quelque chose d'humain. C'est une expérience humaine, vraiment une aventure humaine. On doit rencontrer un éditeur, on doit rencontrer ses lecteurs aussi. On doit rencontrer d'autres auteurs parce qu'on apprend énormément d'eux. Et c'est marrant, il y a ces 2 facettes du métier d'écrivain, du métier d'auteur qui me plaît énormément. Ce côté très renfermé, très loup solitaire. Et d'un autre côté, il y a tout le reste. Ce côté très camaraderie que j'apprécie énormément dans ce monde de l'écriture.
Par contre, moi, mon ennemi, c'est le doute. Ça, j'en ai pas souvent parlé, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui doute énormément de moi, qui doute énormément de mes capacités. Même les choses qui ont été écrites, en fait, je doute toujours, toujours et encore. C'est marrant. Même les choses qui ont été publiées, je continue à douter de moi. Chaque fois que je relis une page que j'ai écrite, je peux pas m'empêcher de modifier quelque chose. Donc c'est une bonne maladie, je pense, le doute. Hein. C'est quelque chose de très positif, puisque le doute te permet de progresser, te permet d'évoluer. Je pense qu'une des grosses maladies de notre monde à l'heure actuelle, c'est la certitude. Il y a trop de certitudes, et les certitudes tuent, pas au sens propre, hein, mais au sens figuré, tuent notre monde. Ça, j'en suis intimement convaincu. Et je pense que le fait de douter, c'est une très bonne chose. Après, c'est un mauvais côté, c'est qu'on n'est jamais satisfait de soi-même et qu'on est toujours un petit peu dans une ambiance qui est un peu maussade comme ça. Et des fois, c'est pas super facile à vivre. Mais bon, on s'y fait. Olivier, mon pote Zoumi, qui me demande comment tu fais pour allier l'influence qu'ont eu tes lectures avec la créativité sans tomber dans la copie. Très important, c'est vrai que forcément, hein, on a des influences externes de tout ce qu'on a lu, mais aussi de tout ce qu'on a vu en tant que film, hein, puisque moi je suis énormément cinéphage et cinéphile, et c'est vrai que forcément on a des influences extérieures. Le but c'est de trouver le juste milieu. Je pense on peut être influencé, et que ce soit propice à la création. Après, il ne faut pas tomber dans la copie ou dans le pastiche. Donc c'est vrai que c'est très difficile de trouver le juste milieu, mais on y arrive. Il faut chaque fois apporter vraiment ce qu'on a dans les tripes et de nouvelles idées. Je pense qu'on peut en apporter. On ne peut pas tout révolutionner. Tellement de choses ont été faites que tout révolutionner, il ne faut pas se leurrer, c'est impossible. Mais on peut donner sa patte. Et je pense que pour donner sa patte, il y a un moyen qui est très simple, c'est de bosser avec les tripes et avec le cœur. Voilà. Gridou Rebels, décidément très prolixe, qui me demande la chose suivante. Comment est né Masongo, qui est je rappelle, le héros de mon deuxième livre, qui est un héros noir qui est confronté au racisme. Eh bien, je crois que c'est né de ma haine vis-à-vis de l'intolérance. J'arrive pas à concevoir qu'à l'heure actuelle, on puisse encore avoir des gens qui sont racistes, qui ne comprennent pas la différence. On vit dans un monde où on est confrontés les uns avec les autres. On est obligé de vivre tous en harmonie, tout simplement parce que le monde actuel est comme ça, c'est tout, faut pas se leurrer. On doit travailler avec des gens issus d'autres cultures, d'autres qui ont une autre mentalité, qui ont reçu une autre éducation. Et c'est impossible à l'heure actuelle, à mon avis, c'est complètement débile de penser qu'on peut... Le racisme pour moi, ou l'indifférence, ou l'intolérance vis-à-vis de la différence, plutôt ça, c'est une absurdité comme on en fait peu. Donc c'est ça, je pense que j'ai eu un ras-le-bol, parce que je sais que ça existe encore, malheureusement, cette intolérance et ce racisme à l'heure actuelle. Et ça me paraît tellement aberrant et contre-productif que je sais pas, je pense que c'est né vraiment de cette rage que j'ai au fond de moi pour cette haine viscérale contre l'indifférence et contre l'intolérance. Voilà, c'est ça. Autre chose, encore une autre question en fait, de mon pote Print and Toys, qui est son pseudo évidemment, et qui me dit Hello, quel est le premier livre que tu as lu d'aussi loin que tu te souviennes? Ouf, j'en sais rien du tout, parce que je lisais quelque chose de très classique avant, on m'imposait des lectures classiques, et je détestais ça forcément. Et je me suis mis très vite à Lovecraft, mais le premier livre que j'ai lu, j'ai absolument aucune idée. Par contre, mon livre de chevet, je peux dire très, très bien lequel c'est Légende de David Gemmell, puisqu'à mon avis, dans Légende, on a tout. On a un héros qui est plus à la fin de sa vie qu'au début, hein, qui est vieillissant, mais qui apporte le courage à ses troupes pour essayer de défendre une citadelle assiégée. Et le message est assez fort là derrière. C'est ce que j'aime avec David Gemmell, en fait, c'est que il y a beaucoup d'humanité dans ce qu'il fait, même si ça parle de bataille, même si ça parle des fois de carnage, même si les héros sont des fois des anti-héros qui sont pas tous profondément bons. Ça parle de l'homme dans son intégralité, en prenant conscience du bien, en prenant conscience du mal, et toujours ce combat contre la bestialité, contre le mal qui habite le cœur de chaque homme. Et je pense que c'est extrêmement positif parce que putain, c'est hyper réel aussi. Donc c'est pour ça que j'apprécie énormément cet auteur. Il me donne beaucoup, il m'apporte beaucoup. Et pour moi, Légende, c'est parfait. C'est exactement l'illustration de ce que je considère comme étant un one-shot parfait, tout simplement. Même si sans doute il y a des choses qu'on pourrait améliorer parce que la perfection n'existe
n'existe sans doute pas. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est un cas d'école d'efficacité, de caractérisation de personnages. Donc voilà, et pourtant c'est un de ses premiers livres. Selon la légende, hein, c'est le premier livre qu'il aurait écrit. Il y a Geoffrey aussi qui me pose une dernière question. Pour écrire tes livres, comment procèdes-tu, avec un plomb ou pas? Des fois oui, des fois non. Pour les petites nouvelles, des fois j'ai pas de plomb, ou j'ai le plomb mais dans ma tête. Pour les plus gros romans, j'essaie de mettre un plomb en place, tout en sachant pertinemment que je vais forcément à un moment donné sortir du cadre, ça c'est obligé, puisque je ne vais pas suivre mon plan à la lettre, tout simplement parce que de temps en temps il arrive des choses durant mon histoire que je n'avais pas prévues. Et c'est génial, moi, j'adore ça, et ça me permet justement de corriger le tir par rapport à ce que j'avais pensé au départ et d'apporter de nouvelles choses. Hein, on dit qu'il y a des architectes et des jardiniers chez les auteurs. Moi je suis plus jardinier, à cultiver mon jardin et puis regarder ce qui pousse comme ça au fil du temps, qu'être un architecte extrêmement carré. Ça va pas du tout avec mon esprit, je suis pas du tout quelqu'un de carré, même si j'ai une formation scientifique, ça paraît un peu aberrant. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça. Voilà, j'arrive au terme de tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je suis très content d'avoir partagé bientôt 30 minutes avec vous, que le temps passe vite. J'espère que ceux qui m'ont écouté jusqu'à maintenant ne vont pas trop vous avoir saoulé. Donc c'est important pour moi, hein, d'avoir des gens qui me soutiennent et qui me lisent, parce qu'un auteur n'est rien sans ses lecteurs. Un livre surtout n'est rien sans ses lecteurs, ça c'est sûr et certain. Et puis pour l'avenir, voilà, j'ai plein de projets. Il y a les Chroniques Écarlates 2 qui devraient sortir durant les prochains mois. J'ai encore beaucoup de travail dessus. Mais ça vient. J'ai d'autres projets. J'ai justement ressortir mes 4 volumes d'origine du monde de l'étoile. J'ai un autre roman laissé en suspens plusieurs années que je vais reprendre, retravailler, remodifier avec des prisonniers dans un pénitencier moyenâgeux. C'était très glauque, j'adorais ça. J'ai une autre idée aussi pour faire un roman ado, parce que j'aimerais bien pour une fois faire un roman vraiment figé, fixé pour les ados. Pas que ce soit quelque chose de trop adulte, de trop enfantin non plus, donc essayer de trouver le juste milieu. Ça va pas être simple, mais voilà, ça c'est dans mes peut-être aussi un truc de science-fiction que j'ai travaillé. Il y a aussi plusieurs nouvelles qui sont orphelines, qui ont été éditées à gauche à droite dans des revues, dans des choses comme ça, et qui finalement sont libres de droit. Donc pourquoi pas faire un petit recueil de nouvelles d'auto-édition. Ça pourrait être assez sympa, et ce sera mon premier pas dans l'auto-édition, tout simplement parce que c'est des choses qui sont impossibles à caser chez une maison d'édition. Donc c'est pour ça que je me permettrai de faire un petit peu d'auto-édition. Voilà, je vous remercie infiniment. Pourquoi je fais le salut de l'armée? Rien à voir. Oui, derrière moi il y a mes potes, parce qu'évidemment c'est pour vous montrer à quel point j'aime le cinéma. Je pense que vous en aurez reconnu certains. Si jamais là il y a le film de Légende qui a certes un peu mal vieilli, mais avec une créature fabuleuse. Pour les petits jeunes, je vous conseille, c'est un des plus beaux démons de l'histoire du cinéma, à mon avis. Voilà, je vous remercie infiniment, merci de m'avoir écouté. Continuez à rêver, continuez aussi à lire, continuez à écrire si vous écrivez, et continuez à nourrir le monde de vos rêves et de vos cauchemars, et faites en sorte que le bien gagne contre le mal. Ciao, ciao.